les milieux salés. Voilà donc pour ce qui est de cette régulation de la croissance. Maintenant, on va voir un autre aspect. On a vu la croissance, on a vu qu'elle est limitée parce qu'il y a un effet sur le potentiel hydrique du sol et donc sur le potentiel hydrique de la plante, parce qu'on a vu qu'il y a limitation de l'absorption de CO2, limitation de l'absorption des éléments nutritifs. Maintenant, on va voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de la plante, c'est-à-dire quels sont les mécanismes de défense que la plante va mettre en place pour pouvoir résister à un tel stress. D'accord? Et on va voir maintenant, par exemple ici, l'un des mécanismes que la plante va mettre en place, c'est celui qui est reflété par ce graphique et je vous laisse trouver le nom de ce mécanisme parce que vous l'avez déjà étudié l'année dernière. Alors, on a suivi l'accumulation d'un acide aminé qui est la proline dans les feuilles de la fève lorsqu'elles sont soumises ou non à un stress salant. Alors, on constate que l'on a une... qu'est-ce qu'on constate? Je vous laisse parler. Qu'est-ce qu'on constate lorsque on soumet la plante à différents niveaux de stress salant? Ça, c'est l'accumulation de la proline. Oui, vas-y. Vas-y, Oumaima. Une augmentation de taux de proline. Effectivement, on voit dans les feuilles une augmentation de la teneur en proline. Vous voyez que ça va passer à peu près de 9 micromoles par gramme à, vous voyez, là, c'est 10,5 ou un peu plus. D'accord? Donc, il y a une augmentation. Et on voit que cette augmentation, elle est d'autant plus importante que le niveau de stress est important. On est d'accord? Donc, on a une augmentation graduelle dans le taux de proline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous l'avez vu l'année dernière, je me rappelle. C'était un TD et ça a été également mentionné dans le cours. Pourquoi est-ce que la proline a été accumulée dans ces plantes lorsqu'elles ont été soumises à un stress? Qu'est-ce que ça reflète? Pour régler le potentiel osmotique. Très, très bien. À quel niveau? À quel niveau? Potentiel osmotique où? Au niveau des racines. Oui, c'est au niveau de la plante, d'accord? Oui. Effectivement. On appelle ça comment? Comment est-ce qu'on appelle ce mécanisme? Vous vous rappelez? L'ajustement osmotique. Parfait. Parfait, parfait. Je suis vraiment contente que vous vous souveniez de tout ça. C'est excellent. C'est excellent. Effectivement. Alors, l'effet de la salinité, on a vu qu'elle a comme conséquence sur le sol, c'est un abaissement du potentiel osmotique du sol. Et si on a un abaissement du potentiel osmotique, on a dit abaissement du potentiel hydrique. Donc, la capacité de l'eau à bouger, à se déplacer vers la plante, elle est faible. La plante ne va pas pouvoir absorber l'eau. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire la plante? En fait, l'un des mécanismes qu'elle possède et par lequel elle va pouvoir continuer à absorber l'eau, c'est de créer une force osmotique à l'intérieur de la cellule qui est importante, qui lui permet d'attirer l'eau vers elle. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? On a dit que l'eau, elle va toujours du potentiel hydrique le plus élevé vers le plus faible. Donc, la plante, elle va abaisser son potentiel hydrique. Comment est-ce qu'elle va abaisser son potentiel hydrique? Eh bien, en abaissant son potentiel osmotique. Comment est-ce qu'elle va abaisser son potentiel osmotique? Eh bien, tout simplement, on va se rappeler la formule, potentiel osmotique égale moins CRT. Donc, elle va augmenter la concentration en soluté. De cette façon, le potentiel osmotique va devenir plus bas. Et donc, l'eau va se déplacer du milieu extérieur vers la plante. Alors, quelles sont les solutés qui sont accumulées? Eh bien, il y en a plusieurs types. Celui qui a été dosé ici, c'est la proline. On sait qu'il y a la proline, il y a la glycine butaïne, il y a également des sucres qui peuvent être accumulés. Là, dans notre situation, nous avons la proline. Donc, la plante de fève ici, lorsqu'elle a été soumise à un stress salant, elle a plus le potentiel osmotique du sol diminue, plus elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique de la proline pour abaisser
son potentiel osmotique à elle et donc tirer l'eau vers elle. Et ceci est d'autant plus important que le stress est important. Donc ce mécanisme, ça s'appelle effectivement l'ajustement osmotique. Et la proline, c'est un osmorégulateur. C'est un osmorégulateur. Très bien. Donc on voit très bien que la plante, l'un des mécanismes de défense qu'elle fait, c'est déjà abaisser son potentiel osmotique, donc c'est l'ajustement osmotique, pour permettre à l'eau d'entrer et permettre encore de maintenir quand même cette absorption de l'eau et donc maintenir un état hydrique correct à l'intérieur de la plante. Et pour maintenir bien sûr ses fonctions physiologiques. Alors on va voir un autre paramètre de défense également, c'est la synthèse, oui, donc on le verra tout à l'heure. Donc on verra tout à l'heure qu'elle va synthétiser d'autres molécules. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire. On a dit que l'augmentation, on a une augmentation graduelle dans le taux de proline. Ok. L'accumulation de la proline est une partie de la réponse physiologique de la plante face à un stress osmotique. La proline est un osmorégulateur en cas de stress sarin qui permet de faire l'ajustement osmotique. Voilà. Bien. Alors on va voir une autre réponse de la plante. C'est l'accumulation du MDA. Donc, le taux de malondialdéhyde, les MDA, on va essayer de voir est-ce qu'il y a une accumulation suite à un stress. Alors, bien sûr, là encore, les lettres A, B, C montrent que les différences entre les différents traitements sont statistiquement significatives. Alors, qui peut me rappeler ce que c'est que les MDA? Rappelez-moi ce que veut dire ou ce que signifie les MDA. Qu'est-ce que ça reflète en fait? Une accumulation de MDA veut dire quoi? Parce qu'on voit qu'il y a une accumulation des MDA selon le degré de salinité. Que signifie cette accumulation de malondialdéhyde? Madame, c'est un indicateur de stress Oxydatif. Parfait, très très bien. Donc vous êtes vraiment bien réveillés, vous suivez avec beaucoup d'attention. Ça fait plaisir. Alors, effectivement, si j'ai une accumulation des MDA, ça veut dire qu'il y a un stress oxydatif dans ma plante. Ça veut dire que la plante, en fait, elle subit un stress osmotique. Ça va affecter différentes fonctions physiologiques. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la plante? La plante, elle essaie de survivre, comme on l'a dit au début. Lorsque la plante est confrontée à un stress, elle va essayer de survivre, de mettre en marche différents mécanismes d'adaptation, de protection, de défense. Et là, parmi les mécanismes de défense, on va voir. Parmi les conséquences du stress sarin, eh bien, on a vu le mécanisme de défense, c'était la synthèse de proline pour contrecarrer le potentiel osmotique qui baisse. Et là, on va voir la synthèse, peut-être, on va voir est-ce qu'il y a synthèse d'antioxydants, puisque lorsqu'on regarde le marqueur ici, l'indicateur de stress oxydatif, il est présent. On voit qu'il y a un stress oxydatif, ça se voit. Alors, est-ce que la plante va réagir? Alors, on a dit tout à l'heure que pour réagir, elle doit mettre en marche un système protecteur qui peut être non enzymatique, comme il peut être enzymatique. Alors, on va voir les deux. Regardez là, le malondialdéhyde est l'un des dérivés de l'oxydation lipidique. On a dit que c'est une dégradation au niveau des lipides membranaires. C'est celui qui va se produire le plus souvent lors d'un stress oxydatif. On voit ici que le taux des MDA augmente avec la salinité. Eh bien, ça veut dire que la plante, elle est exposée à un stress oxydatif. La plante, elle est exposée à un stress oxydatif. Alors, comment est-ce qu'elle va faire? Elle va nécessairement, si elle est suffisamment équipée, elle va mettre en marche, disons, un système de protection. Alors, on va regarder. Parmi les systèmes de protection, on a dosé les caroténoïdes. Alors, les caroténoïdes, ce sont quoi? C'est des agents protecteurs enzymatiques ou non enzymatiques? non enzymatiques. Effectivement, ce sont des agents non enzymatiques. Alors, les caroténoïdes, lorsqu'on les regarde, eh bien, est-ce qu'on a effectivement une augmentation du taux des caroténoïdes ou pas? Oui. Oui, on a une augmentation du taux des caroténoïdes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la plante? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire cette plante? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire cette plante? La production des lipides. Réfléchissez. Lorsque la plante, elle met
en route la synthèse, ou disons lorsqu'elle fabrique des caroténoïdes en quantité importante par rapport à un témoin qui n'est pas stressé. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire en fait? La fabrication des radicaux libres. Est-ce qu'elle va fabriquer les radicaux libres dans ce cas? Réfléchissez. Alors on a dit que les caroténoïdes sont quoi? C'est des agents, Non enzymatiques. oui, mais ils ont quel rôle? La protection de... Oui, vas-y, Oumaima. Vas-y, Oumaima. C'est c'est pour la protection de la plante. Oui, donc ils ont quelle fonction? Quelle est leur fonction? Lipophile. On l'appelle. Pardon? Lipophile. Non, c'est pas qu'ils sont leur fonction, c'est pas c'est les caractéristiques qui sont lipophiles. Mais la fonction, c'est quoi? Des Agent de antioxydants. protection. Des antioxydants, voilà, antioxydants. Donc un antioxydant, est-ce qu'il va favoriser la synthèse des radicaux libres? Non. Non, il va attaquer les radicaux libres. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, madame. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, l'accumulation du taux de caroténoïdes qui va augmenter, donc une augmentation dans le taux des caroténoïdes. Pourquoi, en fait? Eh bien, parce que tout simplement, les caroténoïdes, ce sont des agents antioxydants dont le rôle est quoi? C'est éliminer les espèces réactives d'oxygène qui, eux, sont responsables de l'accumulation des MDA. C'est bon? C'est clair? Oui. Il ne faut pas confondre les deux. Donc, les caroténoïdes, ce sont des anti, ça veut dire contre, des antioxydants. Si j'ai un agent antioxydant qui est présent, le rôle, c'est d'éliminer les espèces réactives d'oxygène. Donc, là, pour nous, eh bien, nous avons synthèse des caroténoïdes qui est un paramètre qui permet de faire disons, de diminuer ou de limiter ou d'éliminer ces espèces réactives d'oxygène. Donc, elle va les limiter. Mais si je reviens en arrière, regardez, j'ai une accumulation d'MDA quand même, regardez, de plus en plus importante. Mais lorsque je regarde les caroténoïdes et que je compare, vous voyez, les caroténoïdes sont maximum chez S1. Il y a un optimum avec la solution S1, mais quand la salinité augmente, ça diminue. Ça veut dire que les caroténoïdes sont quand même à pouvoir limiter. Ils n'ont pas pu éliminer les radicaux libres. La preuve, c'est que on a vu que ça augmente encore dans les MDA, on voit que ça augmente. Ça veut dire que ces plantes-là, ils ont mis en marche effectivement les caroténoïdes, mais c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place en même temps? On va voir, est-ce que les enzymes antioxydantes sont fonctionnelles aussi? Est-ce que la plante, comme système de protection, elle va mettre en route un système enzymatique? Alors, lorsqu'on regarde la réponse des antioxydants en termes d'enzymes, alors qu'est-ce qu'on constate? Allez-y. Alors, vous voyez là les enzymes dont on a parlé tout à l'heure, hein, on a évoqué tout à l'heure les catalases, les superoxydismutases, les peroxydases. Et là, vous avez bien sûr le tableau qui résume le niveau d'activité de ces enzymes en micromoles de substrat, bien sûr, catalysé par gramme de matière fraîche. Alors, comment réagissent les enzymes antioxydantes? Leur activité, est-ce qu'elle augmente? Elle ne bouge pas? Elle diminue? Augmente avec l'augmentation de la salinité. Alors, plus la salinité augmente, plus l'activité de ces enzymes augmente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, qu'est-ce que ça reflète? Si l'activité de l'enzyme augmente, ça veut dire que les espèces réactives d'oxygène qui sont les substrats de ces enzymes ont augmenté ou ont diminué? Ont diminué. Je répète ma question.
ces enzymes, elles ont pour rôle de neutraliser les espèces réactives d'oxygène. Si leur activité augmente avec la salinité, est-ce que ça veut dire que ces espèces réactives d'oxygène ont augmenté en fait par la salinité, ont été augmentées ou ont été diminuées? Oui, sont augmentés. Augmente. Bien sûr. Ça veut dire que ces enzymes, elles réagissent en fonction de substrat. Plus il augmente, plus l'activité augmente. Ça veut dire que la plante, elle met en place un système de défense. On est bien d'accord? Donc, elle a mis en place un système de défense. Alors, bien sûr, d'après les MDA, on voit que chez la fève, regardez chez la fève, lorsque je retourne en arrière, ce système de défense, même s'il est en route, est-ce qu'on est arrivé à diminuer l'indicateur de stress oxydatif? Est-ce qu'on est arrivé à vraiment le limiter? On voit très bien que ça va de 11 vers, je sais pas moi, 18 peut-être ici. Donc, on n'est pas arrivé à le baisser. D'accord? Même avec le système antioxydatif en marche, on a pu le limiter, effectivement, donc on a réduit. Peut-être que s'il n'y avait pas ce système antioxydant, les teneurs en MDA vont être beaucoup plus élevées que ça, et on va voir vraiment une dégradation très importante au niveau des membranes. Mais il faut dire que ce système caroténoïde plus le système enzymatique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont permis quand même à la plante de résister au stress salin. Ils ont permis à la plante de résister au stress salant. Et donc, de maintenir quand même certaines fonctions physiologiques relativement correctes. Il y a quand même eu formation des graines. Il y a eu quand même de la matière sèche. Donc, cette plante n'a pas été tuée par ce stress oxydatif qui est généré par le stress salant. Elle a pu résister grâce à ce système et à ce mécanisme de défense. Oui? Donc, les activités enzymatiques SOD, catalase et peroxydase, on a vu qu'ils augmentent en fonction du degré de salinité. On a vu que la salinité engendre un stress oxydatif et en contrepartie, la plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en route un mécanisme antioxydant pour pouvoir tenir et donc maintenir ses fonctions physiologiques relativement correctes. Donc, maintenir une bonne, je dirais pas une bonne croissance, je dirais une croissance qui est relativement importante quand même. Il n'y a pas eu une mort de la plante. Donc, si on regarde l'intégralité de ces résultats, on constate que la salinité, elle a réduit la croissance et le rendement. Mais malgré ça, on a vu qu'il y avait, bien sûr, une protection de la plante. Cette protection, elle a été générée suite à la fabrication, bien sûr, d'antioxydants pour lutter contre les espèces réactives d'oxygène. Parce qu'on a dit que la salinité, elle réduit la croissance et que la salinité, elle est à l'origine de la synthèse des espèces réactives d'oxygène. Et ces espèces réactives d'oxygène, la plante ne va pas les laisser comme ça la détruire, elle va mettre en place un mécanisme de défense. Ce mécanisme de défense, donc, c'est par les antioxydants enzymatiques et non enzymatiques, ont permis à la plante quand même de résister et de survivre malgré les contraintes osmotiques. OK? Alors, voilà donc pour ce qui est de cette première expérience et je vais passer rapidement à la seconde expérience. Alors, la deuxième expérience, on a dit que c'est l'étude, c'est très très court, hein, ça va être vite fait, l'étude des effets d'un stress thermique, et là précisément d'une basse température, donc une basse température sur deux types de plantes. Alors, cette expérience consiste à étudier et à comparer la résistance de deux cucurbitacées, qui sont le melon amer, ou la courge amère, hein, ça s'appelle aussi la courge amère, qu'on appelle en anglais bitter melon. Alors, la deuxième, c'est la courge d'hiver, c'est winter squash, qui est Cucurbita mouchata, face à un stress dû au froid. Donc là, le stress que l'on va étudier, c'est le froid. Et là, vous voyez qu'on va quand même préciser les caractéristiques du stress, on va préciser les caractéristiques de la plante. On va étudier deux espèces différentes, donc bitter melon et winter squash, et on va étudier deux durées de stress. Donc, on va appliquer une température faible, mais pendant des durées variables. Donc, la durée va être différente. Rappelez-vous, le premier schéma que l'on a vu, on a dit qu'un stress est caractérisé par différents paramètres, dont la durée. Et là,
On va choisir deux durées. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, ces deux plantules, ces deux espèces, âgées de 30 jours, on va les exposer à un traitement de basse température, 12 et 7 degrés. C'est-à-dire qu'on va utiliser la température du jour, c'est 12 degrés, et la nuit, 7 degrés. Et ce, pendant 0, c'est-à-dire on aura des plantes témoins qui ne seront pas du tout exposées à ces faibles températures, 24 heures d'exposition à basse température ou bien 72 heures d'exposition à la basse température. Donc, je répète ici, les caractéristiques donc de ce stress, c'est basse température avec des durées variables. Et on va voir la réponse de deux types de plantes. On va essayer de voir est-ce que les deux types de plantes vont réagir de la même façon. Est-ce qu'il va y en avoir une qui est tolérante et l'autre qui est sensible? Ce sera donc la conclusion de cette expérience. Alors, c'est-à-dire après l'exposition à cette basse température, on va analyser les activités des enzymes antioxydantes qui sont la catalase, la SOD et les peroxydases, et ainsi que le taux de malonaldéaldéhyde. Et les résultats, vous allez les voir, ils sont exprimés pour les enzymes et pour les MDA, donc en micromoles par gramme de matière fraîche. Premier résultat sur les MDA. On a dit que les MDA, ce sont les indicateurs de stress oxydatif. Donc là, on va vraiment voir que le stress oxydatif sur cette expérience. Donc, on va regarder l'effet de la durée de l'exposition des basses températures, donc la durée de l'exposition à de basses températures sur le taux des MDA chez les deux espèces. Alors, vous avez le beetle melon, c'est en bleu, et en rose, c'est le winter squash. D'accord? Donc, c'est la courge qui est en rose et le melon, on va dire, en bleu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à propos des teneurs en MDA en comparant ces deux plantes, ces deux espèces, et en comparant les durées? Allez-y. Allez-y. J'aimerais que tout le monde participe. Il y a toujours 2-3 personnes qui réagissent, mais pas les autres. Madame, Oui, vas-y, Quentin. concernant le BM, on Oui. voit qu'il augmente en fur et à mesure au temps. Puisqu'on a plus de temps, plus sa concentration augmente. Donc, plus la durée du stress est importante, plus les MDA augmentent chez la variété bleue. Donc, on va dire Oui, bleue. chez la Donc, variété bleue. très bien. Par contre, pour la variété rouge, Oui, il reste à peu près constant. Il n'y a pas de très grande bien. différence. Parfait. Donc, c'est très bonne analyse, effectivement. Donc, on voit que l'une des espèces, donc chez le beetle melon, on a une augmentation, effectivement, donc de la teneur en MDA, alors que chez la courge, donc d'hiver, on voit que c'est maintenu relativement constant par rapport au témoin. Donc, si on compare par rapport à une plante qui n'a pas subi de froid, on voit que ça ne bouge pas même après 72 heures de froid, donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas trop d'accumulation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, rien qu'en regardant ces résultats, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette plante rose ou rouge? Je ne sais pas comment vous voyez la couleur. À votre avis, qu'est-ce qui a pu se passer dans cette plante qui est le winter squash, c'est-à-dire la courge d'hiver, qui fait que les MDA sont restés relativement constants? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les MDA, on a dit, c'est des espèces réactives d'oxygène, ok? Il est engendré, c'est un composé qui est engendré par l'attaque de la membrane par les espèces réactives d'oxygène. Un équilibre Entre quoi et quoi? entre les antioxydants et Les oxydants. les espèces. Parfait, tout à fait. Donc, on peut déjà imaginer que le système antioxydant chez la courge d'hiver, il est en équilibre avec ces espèces réactives d'oxygène. Alors que chez la courge ou le melon amer, chez le melon amer, donc BM, on voit très bien qu'il n'y a pas eu vraiment
Peut-être qu'il est en route, mais qu'il n'est pas très, très efficace. Donc, déjà, on peut se poser cette question. Alors, on va vérifier ce que vous venez de dire, effectivement, en regardant les enzymes antioxydantes. Donc, on va regarder. Alors, ça, c'est donc, on a dit que le froid entraîne une peroxydation, ça, on l'a vu. Donc, on entraîne une peroxydation lipidique, puisqu'on a un taux élevé de MDA chez les plantes BN, alors qu'on ne le voit pas chez les plantes qui sont, disons, d'hiver. Donc, là, la courge d'hiver. OK? Pardon. Excusez-moi. Alors, chez le melon amer, on voit que c'est une plante qui est plus sensible au froid que la courge d'hiver. La courge d'hiver, elle est plus tolérante. Effectivement, ça se voit rien que pour la réaction et la formation des MDA. On va vérifier ça au niveau des enzymes. Alors, je vous laisse regarder rapidement les enzymes. Alors, d'après ces résultats, laquelle des plantes a un système de défense efficace par rapport à l'autre? Et justifiez votre réponse. Alors, vous avez les différentes enzymes en colonne et vous avez les différentes durées. D'accord? Différentes colonnes, c'est les enzymes, différentes durées. 0,24 72 heures, 0,24 72 heures. Vous avez BN et WS. Oui, Madame, oui, vas-y. on peut dire que le BM a un système de défense plus efficace que l'OS, car Oui. on a un taux élevé des enzymes D4, le SOD et le POX. Par contre, chez le OS, elle est vraiment faible par Alors, rapport au BM. alors justifie-moi ta réponse. Où est-ce que tu vois que c'est faible par rapport à BN? Le POX, après 24 heures, on a 0,8. Par contre, le BM a 1,3. Mhm. Aussi bien le SOD au temps 0, on a OS égal à 20, 27. Par contre, le BM, on a 84. Alors, ma question est, lorsque on a un stress oxydatif, d'accord? Lorsqu'on a un stress oxydatif, on va voir bien sûr formation des espèces réactives d'oxygène. Alors, on a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, que plus une activité est importante, ça reflète quoi? Plus on a l'activité d'une enzyme qui est importante, ça reflète que il y a beaucoup d'espèces réactives d'oxygène ou moins? Plus. Plus. Il y a plus. Très bien. Donc, lorsqu'on a une faible activité, qu'est-ce que ça signifie? La moins résistante, la C'est-à-dire, moins productive. on n'a pas grande quantité Ça d'antioxydants. veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de... Attention, lorsqu'on a... Oui? Antioxydants. Ça veut dire qu'on a un peu des antioxydants qui est produit. Alors, essayez de raisonner de cette façon. Alors, on va y aller doucement. Lorsque j'ai une plante qui fabrique beaucoup d'antioxydants, pardon, qui fabrique déjà beaucoup d'espèces réactives d'oxygène, ça veut dire que c'est une espèce qui est sensible ou qui résiste au stress? Qui Rien que résiste. ça. Qui fabrique beaucoup d'espèces. Ah, pardon, je vais répéter ma question. Une espèce, une plante qui fabrique, en absence de tout stress déjà, qui fabrique là où il y a beaucoup d'espèces réactives d'oxygène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est très sensible. Oui, moins En résistante. absence d'oxygène, d'accord? En absence de stress oxydatif, pardon. D'accord? Et lorsque j'ai une espèce qui, lorsque elle est soumise à un stress, elle fabrique beaucoup d'enzymes. Ça veut dire quoi? Qu'elle a un système ou un mécanisme de défense qui est efficace ou moins efficace? Efficace. Plus efficace. Très efficace. Alors, on va regarder, on va commencer juste par la plante qui est winter squash, c'est-à-dire la courge d'hiver. On va commencer par le bas.
Ok? Déjà, regardez, lorsque je suis en absence de tout stress, c'est-à-dire lorsque je n'ai pas apporté de sel, déjà, je vois que le taux d'espèces réactives d'oxygène, donc qui est là, on le voit par l'activité de la catalase, il est faible par rapport à l'ABN, déjà. Et lorsque j'ai un stress, malgré que au départ, il y a peu, cette plante, regardez comment elle réagit rapidement. Je vais vous montrer exactement là, parce que c'est un peu délicat pour analyser le tableau facilement, d'accord? Regardez là. Là, j'ai peu, c'est ça que dit votre camarade. Elle dit qu'il y a peu d'espèces réactives d'oxygène. En fait, il y a peu d'activité ici. Il y a peu d'activité, mais en fait, il n'y a pas de stress ici. Il n'y a pas de stress ici. Il n'y a pas de stress là. Et on voit que là, il y a quand même une activité. Ça veut dire que là, elle doit éliminer, elle essaie d'éliminer le maximum. Donc, une grande activité là, faible activité ici. Mais regardez, dès que j'ai un stress, ça augmente avec le stress. Et ce qui est vraiment flagrant, c'est là. C'est la SOD. Regardez cette SOD. Regardez la SOD. Au départ, il y en a très peu. Ça, c'est l'état normal. Il y a toujours des espèces réactives d'oxygène. Il y a toujours une activité de la SOD. Mais dès que ça expose la plante, dès qu'on expose la plante à un stress salin, même modéré, c'est là qu'est-ce qu'elle fait rapidement, elle augmente énormément son activité SOD pour essayer de éliminer ces espèces réactives d'oxygène. Donc si je regarde, on peut faire la chose autrement, c'est-à-dire on peut faire la somme des activités catalase, superoxyde dismutase et POX, on peut faire la somme de tout ça et faire la somme au niveau de la plante BN, au niveau de la plante WS. On voit que le système antioxydant chez la plante d'hiver est très important lorsqu'elle est soumise à un stress. Regardez là, je suis à 120 micromoles par gramme d'enzyme, d'accord? Micromoles d'enzyme par gramme de matière fraîche. Et dès que je passe à la salinité S2, à niveau de salinité plus élevé, regardez, ça double. Je passe à 203. Donc, j'ai le double au niveau de la SOD. Ça veut dire que le système de nettoyage chez la variété d'hiver, c'est-à-dire la courge d'hiver, il est plus efficace, il est plus performant. On voit qu'il y a ici, là, surtout là, moi je vous montre surtout ici, là. Là, ça double, on passe de 35 à 70. Là, on voit que c'est vraiment efficace. Regardez, ça monte énormément par rapport à ce qui se passe ici. Là, ça monte également chez la plante courge amère, ou le melon amer, pardon. Ça monte, mais pas autant que dans la courge d'hiver. Donc, en fait, la courge d'hiver, même si elle a peu, donc déjà au départ, elle essaie de contrôler la fabrication de ces espèces réactives d'oxygène, même en absence de stress. Elle a un contrôle dessus. Il n'y a pas beaucoup d'espèces réactives d'oxygène en absence de stress. On le voit lorsqu'on voit les valeurs 35, la valeur 27 et la valeur 0,8. Là, là et là. OK? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que lorsqu'elle est soumise à un stress, elle met en route un système enzymatique qui est très efficace. Regardez, ça augmente beaucoup. Surtout là, pour les deux, ça augmente beaucoup par rapport à la plante qui est la courge amère. Alors, laquelle de ces deux plantes est plus résistante à la salinité, à votre avis? C'est la courge d'hiver ou c'est le melon amer? C'est la courge d'hiver. C'est la courge d'hiver, effectivement. C'est effectivement la courge d'hiver qui est plus tolérante, plus résistante. Et l'autre, elle est plus sensible. OK? Donc, on va voir tout ça. La plante, donc la courge, plutôt le melon amer, il y a une sous-expression de l'enzyme catalase. Il y a une légère augmentation de la SOD et de la POX. Ça veut dire que lorsqu'elle est soumise à un stress, il n'y a pas une bonne synthèse de la catalase, une petite synthèse des enzymes SOD et peroxydase. Ça veut dire qu'elle n'a pas la capacité vraiment de fabriquer beaucoup de ces enzymes. Par contre, la winter squash, donc la courge d'hiver, on voit une augmentation de la catalase, mais également une augmentation de la peroxydase et une surexpression de la SOD. Ça veut dire que son mécanisme de défense le plus efficace, c'est la SOD. Donc, la plante
si on compare les deux, donc la courge amère avec le melon, avec le melon amer avec la courge d'hiver, on voit qu'ils ont des activités enzymatiques beaucoup plus importantes dans la courge d'hiver que dans le melon amer. Et surtout, ça se manifeste au niveau de la superoxyde dismutase. C'est elle qui est vraiment très, très bien exprimée. Alors, ma question est, si vous aviez à cultiver dans des conditions, bien sûr, de température proches de celles qu'on vient d'utiliser dans l'expérience, si vous aviez à cultiver l'une de ces deux plantes, laquelle vous allez privilégier? Est-ce que c'est la courge d'hiver ou est-ce que c'est le melon amer? J'attends votre réponse. Si vous aviez à cultiver l'une des deux plantes, laquelle vous allez choisir à cultiver pendant l'hiver dans des températures proches de celles utilisées dans l'expérience? Est-ce que ce sera la courge d'hiver ou bien le melon amer? Donc la courge Aussi, d'hiver. Bien sûr, celle qui résiste. Alors, pour votre information, le melon amer, c'est une plante qui nécessite pour un développement relativement correct une température au minimum 15 degrés. Sinon, l'optimum, c'est entre 25 et 30 degrés pour avoir une culture correcte de cette variété. Et cette variété, d'ailleurs, elle a une valeur nutritive qui est très, très importante et très, très riche en minéraux. Donc, vous voyez que, en fait, les plantes peuvent résister ou pas à un stress donné selon le mécanisme de défense qu'elles ont déjà. Et ça, c'est un truc qui est génétique, en fait. Ça, c'est un facteur génétique. Là, on vous a montré parmi les caractéristiques donc, des plantes, on a vu les réponses des plantes au début de ce TD. Les réponses dépendent de différents paramètres liés à la plante et liés au stress lui-même. Et là, en fait, le facteur génétique, il est très, très important dans la réaction et la tolérance de ces plantes à un même type de stress. Voilà, donc ce sera tout pour cette séance. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vous écoute si vous avez des questions. Madame, Oui, s'il vous plaît, j'ai une question au niveau d'effet antagoniste des ions Na+ et Cl-. oui. Vous avez dit que lorsqu'on a une déficience de cation, la concentration est affectée. J'ai pas compris comment. Une déficience De cation. de cation. Ah, de cation, oui. Cation. La croissance est affectée. Oui. D'accord. Alors, là, on a dit tout à l'heure que la croissance, en fait, c'est quoi la croissance? On a dit, le paramètre qu'on a utilisé ici, c'est bien sûr l'accumulation de la biomasse. Et on a dit que la biomasse sèche, c'est quoi? C'est tout simplement la matière sèche, d'accord? Oui. La matière sèche, c'est quoi? C'est matière organique plus matière minérale. Oui. Et la matière organique elle-même dépend de l'absorption de la matière minérale. On est bien d'accord. Oui. Donc, toute limitation en entrée des cations dans la plante va engendrer une carence en éléments minéraux dans la plante. Si les éléments minéraux ne sont pas absorbés, est-ce qu'ils vont se retrouver dans la plante? Non. Et s'ils ne sont pas dans la plante ne peut pas faire une croissance correcte. Parce que les éléments minéraux interviennent à différents niveaux, soit au niveau des structures de la cellule, différentes structures. Je parle de la cellule, je parle de la paroi, bien sûr, de la membrane, des organites, etc. Et également, les éléments minéraux peuvent intervenir au niveau des réactions catalytiques. Et là, je parle bien sûr des réactions enzymatiques, etc. Ils interviennent également dans le maintien de la balance osmotique, la balance hydrique au niveau de la plante. Donc, si j'ai une carence en éléments minéraux, je vais avoir une perturbation de la turgescence, je vais avoir une perturbation de la croissance, parce que, par exemple, si j'ai comme cation qui manque dans la plante, supposons rien que le potassium. Si j'ai un manque de potassium, d'accord? Le potassium, on sait qu'il intervient presque partout dans la plante. Il est très, très mobile au niveau des parties aériennes et des racines. Donc, c'est un cofacteur enzymatique très important. Même s'il ne rentre pas dans les structures moléculaires de la cellule, il est un cofacteur enzymatique extrêmement important. Et je vais vous donner juste un exemple. Vous savez très bien que le potassium, il a un rôle à jouer qui est très, très important dans l'ouverture-fermeture des stomates.
Est-ce qu'on va pouvoir avoir une régulation stomatique correcte, donc une entrée de CO2, etc., si j'ai pas une turgescence au niveau de la cellule, les cellules de garde? Non. Si j'ai un manque de potassium, j'ai pas une turgescence au niveau des cellules de garde. Je n'ai pas une ouverture des stomates. Je n'ai pas une entrée de CO2, j'ai pas de photosynthèse. Oui, d'accord. Et ça, c'est pareil. Par exemple, si j'ai un manque de calcium, on sait très bien que le calcium est très important dans la structure de la paroi pectocellulosique. Si j'ai un manque de calcium, eh bien, je ne vais pas avoir une structure tissulaire correcte. Et donc, je vais avoir vraiment des tissus qui vont être très, très fragiles. Donc, une destruction de cette paroi va entraîner destruction de la cellule, donc destruction de l'organe. Si j'ai un manque, bon, là, je parle des cations. Par exemple, le fer. Si j'ai un manque de fer, est-ce que je vais avoir une bonne chaîne respiratoire? Vous savez très bien que j'ai besoin du fer pour le transfert des électrons. Pareil, le cuivre, j'ai besoin du cuivre pour le transfert des électrons. Le fer, je le retrouve, la ferridoxine au niveau de la photosynthèse, je retrouve du fer, etc., etc. Donc, en fait, toute carence va engendrer une perturbation, soit d'une structure, soit d'une fonction physiologique à l'intérieur de la plante. Ça va, c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Merci. J'en prie. Des questions? Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Madame, où se trouve l'enregistrement de cette TD? Alors, on ne l'a pas encore déposé, donc on vous le mettra sur la plateforme par la suite. Donc, entrez régulièrement sur la plateforme et vous verrez l'annonce quand ce sera fait. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, c'était clair pour vous, donc le raisonnement, la liaison entre les différents paramètres physiologiques au niveau de la plante, les paramètres biochimiques? Oui, madame, Oui, merci. clair. Très bien. Voilà, donc si vous n'avez plus de questions, donc je vous souhaite une bonne continuation. Et Madame, oui, vas-y. s'il vous plaît, est-ce que pour l'examen de TP, est-ce qu'on va voir seulement le TP ou bien TP plus TD? Alors, le TD fait partie du cours. D'accord? Le TD, c'est un complément de cours. Et donc, les questions d'examen portent aussi bien sur la totalité du cours, c'est-à-dire le TD, le cours que vous avez eu, etc. D'accord? Et les examens TP vont porter sur le TP. Et le TP, bien sûr, il est en rapport avec votre cours aussi, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on a eu en TP si vous n'avez pas les notions de base du cours. Tout est lié. Bien sûr, il ne faut pas négliger les TD. On aura des questions là-dessus au jour d'examen, Inch'Allah. D'accord, merci, madame. Je vous en prie.